Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité aujourd'hui, le message du président de la République lors de la commémoration du 19 mars. Côté éducation, la réunion ministère CNAPEST. En Tunisie, Daesh qui revendique l'attentat du musée de Bardo. Vers l'impossibilité de la création d'un État palestinien suite aux législatives israéliennes. L'Algérie a réaffirmé sa solidarité et son soutien à la Tunisie suite à l'attaque terroriste qui a ciblé mercredi le musée du Bardo à Tunis, faisant plusieurs morts. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message à son homologue tunisien Béji Caïd Essebsi, dans lequel il lui a exprimé le soutien ferme de l'Algérie à la Tunisie dans cette dure épreuve. Nous avons été surpris par la nouvelle de l'attaque terroriste lâche qui a ciblé aujourd'hui la capitale de la Tunisie sœur, faisant plusieurs morts, a écrit le président Bouteflika dans son message. Exprimant les condoléances fraternelles du peuple algérien, le président Bouteflika a souligné la sincérité des sentiments de fraternité et de solidarité inconditionnelle avec la Tunisie. Face à cet acte innommable, je réitère à votre excellence notre condamnation la plus ferme ainsi que notre soutien indéfectible au peuple tunisien dans cette dure épreuve, a ajouté le chef de l'État. Pour sa part, le Premier ministre Abdelmalek Sellel a exprimé lors d'un entretien téléphonique avec son homologue tunisien Habib Sid, suite à l'attaque terroriste perpétrée, la solidarité et le soutien du gouvernement algérien au gouvernement tunisien dans sa lutte contre le terrorisme. M. Sellel a également assuré à son homologue tunisien le soutien de l'Algérie à la Tunisie sœur dans sa lutte contre le terrorisme et de son appui aux efforts qu'elle déploie pour l'instauration de la sécurité et de la stabilité et l'établissement d'un climat politique et économique propice à la consolidation des institutions démocratiques et à la réalisation de la paix, de la prospérité et du progrès. L'Algérie avait condamné dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères cet acte criminel odieux et la prise d'otages qui s'en est suivie et exprimé sa solidarité absolue et inconditionnelle avec le président, le gouvernement et le peuple tunisien face à cette tentative désespérée qui en aucun cas n'atteindra l'objectif recherché par ses auteurs et commanditaires de déstabiliser la Tunisie sœur et d'attenter à sa sécurité, ni n'entamera la détermination de toutes les composantes de la société tunisienne unie et solidaire. L'Algérie a également exprimé par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères Abdelaziz Ben Ali Cherif son soulagement suite à la fin de la prise d'otages et à la neutralisation des terroristes, regrettant dans le même temps les victimes innocentes assassinées par des criminels sanguinaires dont le seul souci de semer le chaos et la terreur parmi de paisibles citoyens. Dans le même cadre, M. Ben Ali Cherif a assuré qu'aucune victime algérienne n'était à déplorer dans cette attaque terroriste abjecte. À l'occasion de la journée de la victoire célébrée le 19 mars, le président Abdelaziz Bouteflika a déclaré que le cessez-le-feu marquant la fin de la guerre de libération nationale contre la France a été une épreuve de force gagnée à la force des armes et à la détermination de nos masses populaires. La wilaya de Gherdaya abritait jeudi les festivités officielles célébrant le 53e anniversaire des accords d'Évian, signés le 19 mars 1962 entre l'Algérie et la France, scellant l'indépendance nationale après plus de 132 ans d'occupation. Les festivités ont été marquées par une rencontre placée sous le thème de triomphe de la volonté et volonté de construire, en présence du ministre des Moudjahidines, Tayeb Zitouni. À cette occasion, le président Abdelaziz Bouteflika a déclaré dans un message lu en son nom par le conseiller à la présidence de la République Ben Ammar Zarhouni que la proclamation du cessez-le-feu marquant la fin de la guerre de libération nationale contre la France a été une épreuve de force, gagnée à la force des armes et de la détermination de nos masses populaires dans leur résistance et leur refus de subir davantage la domination coloniale. Le chef de l'État a ajouté que forte de ces deux atouts, la délégation des négociateurs algériens a pu couronner une longue épopée historique qui débuta par la résistance populaire, fut suivie par le mouvement national, puis par la glorieuse guerre de libération. Une épopée qui a consacré l'héroïsme d'un peuple et imposé à force de foi, d'abnégation et de loyauté la vocation pérenne de l'Algérie à être libre, indépendante et souveraine. Nous sommes particulièrement fiers en ce jour des vaillants héros que le peuple algérien a enfantés, héros qui, comme le voulait le génie algérien, se sont illustrés dans la lutte contre l'ennemi sur les champs de bataille, furent imbattables autour des tables de négociation et dont le parcours plein d'enseignements a été couronné par l'issue des négociations, a souligné le président Bouteflika. Il a soutenu que ce jour-là, le colonisateur finit par admettre qu'il n'avait d'autre issue que la signature des accords d'Évian après l'échec de tous les procédés inhumains dont il a osé pour briser l'opiniâtreté de notre révolution. La victoire vint une fois que le peuple algérien eut versé un lourd tribut fait de martyrs innombrables, de milliers de veuves et d'orphelins, de centaines de milliers de prisonniers, de détenus et d'invalides, ainsi que de destruction de milliers de villages et de hameaux et du saccage et du pillage des biens de ses enfants, a-t-il rappelé. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Tayeb Louh, s'est engagé à transformer la prison de Serkadji à Alger, où furent exécutés des héros de la Révolution, à l'exemple de Ahmed Zabana et Abdelkader Farraj, en musée de la mémoire nationale.
À l'occasion des festivités de la célébration du 19 mars, journée de la victoire, le ministre de la Justice, garde des Sceaux Tayeb Louh, a déclaré au cours d'une visite à la prison de Serkadji, un haut lieu de l'histoire de la Révolution, témoin des crimes odieux commis par la puissance coloniale française sur le peuple algérien, tels que l'exécution du martyr Ahmed Zabana, que cette prison sera bientôt transformée en musée pour la conservation de la mémoire nationale. Le ministère de l'Éducation examinait jeudi matin avec les représentants du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation les moyens de mettre un terme à la grève entamée le 16 février dernier. Le ministère de l'Éducation a convoqué le CNAPES en urgence pour discuter de la grève au moment où les membres de son conseil national s'étaient réunis pour finaliser son ordre du jour, a fait savoir le chargé de la communication du CNAPES, M. Oud Boudiba, rappelant que d'autant que le conseil avait décidé lors de sa réunion du 11 mars de maintenir sa session ouverte. Le ministère de l'Éducation nationale avait récemment exprimé sa volonté de maintenir les portes du dialogue et de la concertation ouvertes, réitérant l'urgence de mettre en place la charte d'éthique et de stabilité dans le secteur de l'éducation à laquelle doivent adhérer tous les syndicats afin de créer un consensus pour l'instauration d'un climat favorable à la réalisation des objectifs pédagogiques. Le ministère avait souhaité que les enseignants grévistes reprennent le travail et continuent d'exercer leur noble mission dans l'encadrement et la formation des élèves. 2 terroristes ont été éliminés jeudi à Bouira par un détachement de l'armée nationale populaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP relevant du secteur opérationnel de Bouira, première région militaire, a éliminé 2 terroristes ce 19 mars au matin, à 7h45, lors d'une embuscade tendue près de la commune d'El Hadjiba, lit-on dans un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'opération s'est soldée également par la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, d'un fusil semi-automatique de type Simonov, d'une bombe de confection artisanale, d'une paire de jumelles, d'une quantité de munitions et de 2 téléphones portables, a précisé la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, les éléments de la gendarmerie nationale relevant du secteur opérationnel de Borj Badi Mortar, 6e région militaire, ont saisi ce 18 mars, lors d'une perquisition d'un hangar suspect, une importante quantité de carburant destiné à la contrebande s'élevant à 11 200 litres, a ajouté le communiqué du ministère de la Défense nationale. En Tunisie, l'organisation terroriste Daesh a revendiqué l'attentat au musée Bardo de Tunis, tandis que le bilan s'est alourdi avec au moins 23 morts, dont 20 étrangers et 47 blessés. Dans un enregistrement audio et écrit diffusé sur Twitter, Daesh a revendiqué l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis, mercredi 18 mars. L'assaut a été perpétré par 2 terroristes, Abu Zakaria al-Tounsi et Abu Ans al-Tounsi, qualifiés de chevaliers de Daesh, confirmant implicitement la nationalité tunisienne des assaillants. Le communiqué de Daesh confirme que c'est bien le musée du Bardo qui était visé. Il promet d'autres actions sur le sol tunisien. Le dernier bilan officiel fait état de 23 décès au total, dont 20 étrangers et 3 Tunisiens, les 2 assaillants et un membre des forces de l'ordre, ainsi que de 47 blessés. Par ailleurs, 2 touristes espagnols ont été retrouvés ce matin au musée où ils avaient passé la nuit reclus. Des mesures de sécurisation des grandes villes de la part de l'armée vont être prises, a indiqué la présidence dans un communiqué à l'issue d'une réunion exceptionnelle qui a notamment rassemblé le chef de l'État, le chef du gouvernement et les responsables des 3 armées. La mobilisation des services de sécurité a abouti à l'interpellation de 9 suspects. L'Italie annonce un renforcement de son dispositif aéronaval en Méditerranée. L'Afrique du Nord doit représenter la première de nos préoccupations, a indiqué la ministre de la Défense Roberta Pinotti devant des élus italiens. S'agissant de l'impact économique immédiat de cet attentat, pour l'instant les réservations et séjours en direction de la Tunisie ne font pas objet de forte annulation, a affirmé jeudi le syndicat des tours opérateurs français qui représente quelques 70 acteurs nationaux. Concernant les éventuels dégâts dans le musée provoqués par l'attaque, d'après un premier état des lieux établi, les pièces archéologiques du musée n'ont pas été touchées. Le président palestinien Mahmoud Abbas a estimé jeudi qu'il serait impossible de parvenir à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël avec le gouvernement que devrait former prochainement le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou. Alors que les résultats quasiment définitifs des législatives israéliennes confirment jeudi la large victoire du parti conservateur de Benjamin Netanyahou et une majorité potentielle de droite de 67 sièges sur 120, le président palestinien Mahmoud Abbas a confirmé devant la direction palestinienne à Ramallah que les déclarations de Benjamin Netanyahou contre la solution à 2 États et les appels de son ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman à tuer les Arabes d'Israël prouvent que le gouvernement israélien ne veut pas sérieusement d'une solution politique. Netanyahou a déjà pris contact avec le Foyer juif, un parti nationaliste religieux accrédité de 8 sièges, ainsi qu'avec les partis ultra-orthodoxes Chasse et Liste unifiée de la Torah, ainsi qu'Israël Beiteinu, parti nationaliste
ministre du ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman pour constituer une majorité à indiquer son parti. Il s'est également entretenu avec un autre allié potentiel, Moshe Kalon, ancien du Likoud à la tête d'un nouveau parti de centre se proclamant une vocation sociale. C'est donc une coalition très à droite qui se prépare, qui compliquera encore les relations tendues avec une bonne partie de la communauté internationale et donnera un coup d'arrêt définitif aux pourparlers de paix. En Russie, des exercices militaires mobilisant plus de 80 000 soldats russes sont engagés aux quatre coins de la Russie, une démonstration de force mettant en œuvre navires de guerre, défense antiaérienne, blindés et bombardiers stratégiques, a annoncé jeudi l'état-major de l'armée russe. Des manœuvres militaires de grande envergure qui dureront jusqu'à la fin du mois de mars ont été lancées en Russie. Le nombre de soldats impliqués est de 80 000 et le nombre d'avions est de 220, a indiqué le chef d'état-major russe, Gerasimov. Après le déploiement de 8 000 artilleurs de la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée en mars 2014 par la Russie, et dans le sud-ouest près de la frontière avec l'Ukraine, de 200 tankistes dans le centre de la Russie, ainsi que d'unités aériennes en Bouriatie, la démonstration de force s'est accentuée avec l'ordre donné par Vladimir Poutine d'organiser immédiatement des exercices militaires surprises impliquant le déploiement de bombardiers stratégiques en Crimée ou de 38 000 soldats dans la région stratégique de l'Arctique. Outre des bombardiers stratégiques Tupolev 22 M3 envoyés mercredi en Crimée, plus de 3 000 soldats ont rejoint l'île Sakhaline, proche du Japon dans l'extrême-orient russe, selon le ministère de la Défense. Des batteries de missiles antiaériens y ont également été installées. Une vingtaine de bâtiments de guerre, vedettes, navires et sous-marins sont en route pour la mer de Baltique. Ils acheminent des batteries de missiles Iskander-M à la frontière avec la Pologne et la Lituanie. Ces exercices impliquent aussi le déploiement de soldats en Arménie et dans les deux républiques séparatistes géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Au même moment, la Norvège procède à de grandes manœuvres faisant intervenir 5 000 soldats dans la province du Finnmark près de sa frontière avec la Russie. L'Association américaine des juristes a exhorté la France à ne pas s'opposer à l'inclusion d'un chapitre portant sur la protection des droits de l'homme dans le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. L'association a pris note avec intérêt de l'annonce faite par le haut-commissaire aux droits de l'homme concernant l'envoi prochain d'une mission technique au Sahara occidental, indique l'association dans une déclaration rendue publique mercredi à Genève à l'occasion de la 28e session du Conseil onusien des droits de l'homme qui se déroule du 2 au 27 mars. L'association a invité les membres du Conseil des droits de l'homme à prendre connaissance du rapport qui sera établi par la mission technique et a recommandé à la France de ne pas s'opposer à l'inclusion d'un chapitre sur les droits humains dans le mandat de la MINURSO. Pour l'association, les persistantes et graves violations des libertés et droits fondamentaux commises par le Royaume du Maroc dans le territoire du Sahara occidental, illégalement occupé depuis 40 ans, ne peuvent pas se poursuivre impunément. Elle a appelé la communauté internationale à ne pas se limiter à accompagner un processus que l'occupant souhaite voir se conclure par une annexion comme seule issue. L'association américaine a rappelé que le territoire non autonome du Sahara occidental est inscrit en tant que tel sur du comité spécial pour la décolonisation depuis 1963 et que le Royaume du Maroc n'ayant pas la qualité de puissance administrante et ne se soumettant d'ailleurs pas aux obligations prévues par l'article 73 de la charte, ne peut être que considéré comme une puissance occupante soumise aux normes du droit international, y compris le droit international humanitaire. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a mis la pression sur les États-Unis en qualifiant leur refus de travailler avec le gouvernement Assad dans le combat contre Daesh de contre-productif. À la suite des déclarations de John Kerry sur la nécessité de traiter avec Bachar al-Assad pour trouver une voie de sortie pour le conflit syrien et le combat contre Daesh, mais aussi dans le contexte des prises de position opposées de certaines capitales européennes comme Paris et Londres, le ministre des Affaires étrangères russe a déclaré « Les leaders de la coalition internationale ont pris une position politique risquée en déclarant que la coopération avec le gouvernement et l'armée syrienne pour combattre Daesh est illégitime. Je pense que cette position est contre-productive. » De son côté, le ministre irakien des Affaires étrangères Ibrahim al-Jafari a nié la participation de soldats étrangers sur le front dans le combat contre Daesh sur le territoire irakien. Ibrahim al-Jafari déclare « Nos forces armées nationales coopèrent activement avec des milices armées de tribus locales comme les brigades Peshmerga pour défaire les combattants de Daesh. Tout se déroule sous la coordination des forces nationales irakiennes et j'aimerais vous assurer qu'on ne collabore avec aucune troupe militaire ou forces armées étrangères. » Des milliers de comptes Twitter attribués à Daesh ont été révélés par des hackers appartenant principalement au groupe Anonymous. Près de 9200 comptes Twitter liés au groupe terroriste Daesh ont été dévoilés lundi par des hackers appartenant aux Anonymous, contrôle-sec. Leur but est de purifier des terroristes de Daesh et enrayer leur mécanique de communication. Par leurs actions, ils espèrent mobiliser les réseaux sociaux et inciter la direction de Twitter à fermer les comptes. Nombre de comptes ont été fermés depuis, mais sans qu'il soit possible de savoir à l'initiative de qui. Malgré un cerveau pas plus grand qu'une tête d'épingle, les abeilles ont une grande capacité à accomplir des tâches complexes comme compter ou reconnaître un visage humain. La faculté de mettre des éléments en relation était jusqu'à présent considérée comme une caractéristique exclusive à l'homme et à certains singes, ce qui est apparemment faux.
Les travaux de thèse de Mme Avarghese Weber, chercheuse à l'Université des sciences de Toulouse, ont permis de démontrer la grande capacité d'abstraction des abeilles. Elles savent compter et reconnaître un visage. Mme Avarghese Weber a été récompensée pour ses travaux par la Fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Malgré un cerveau pas plus grand qu'une tête d'épingle, 1 million de neurones contre 100 milliards pour un être humain, les abeilles sont dotées d'une bonne vision et d'une grande mémoire. Ces insectes sont capables de réaliser des tâches complexes et les résultats s'observent bien plus vite qu'avec des singes. Placées à l'entrée d'un labyrinthe, les abeilles ont identifié différents signes représentés sur une cartographie, a pu observer Mme Avarghese Weber. Après un rapide apprentissage, elles ont régulièrement choisi la sortie portant le signe menant à une récompense. Elle a par ailleurs prouvé que ces insectes n'étaient pas uniquement guidés par leur instinct. Grâce à un test réalisé en plein air, la jeune femme a mis en évidence leur capacité à adapter leur comportement à leur environnement et aux expériences vécues. Jusqu'alors, cette faculté de mettre des éléments en relation était considérée par la communauté scientifique comme l'apanage des êtres humains et de certains singes. Au-delà du monde animal, ces observations sur le fonctionnement cognitif des abeilles pourraient avoir des conséquences sur le développement de l'intelligence artificielle. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numidia News.